c'est Angèle pour l'actuel news. Je suis désolé pour le petit retard. Voilà, et écoutez, on va tout de suite se lancer dans cette émission. Si vous êtes sur Twitch en ce moment même et que vous regardez cette émission, pensez à commenter sur la vidéo en chat pour pouvoir débattre en fin d'émission. Abonnez-vous aussi. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, lâchez un commentaire, un pouce et puis éventuellement abonnez-vous. Voilà, nous commençons tout de suite. Ah oui, c'est toujours à l'ancienne. Alors, oui, toujours à l'ancienne. Alors, Resident Evil 9 devrait être bientôt annoncé et pourrait sortir dès janvier 2025. Dans une précédente rumeur, Alexander Dusk Golem avait évoqué le report en interne pour Resident Evil 9. Cependant, c'est bien de nouvelles déclarations que le principal intéressé précise que ce retard n'est finalement plus à l'ordre du jour. Ainsi, le 9e opus devrait être annoncé dans un avenir très proche et sa sortie pourrait intervenir en janvier 2025. Dusk Golem précise bien évidemment que la fenêtre de lancement peut toujours changer. Le jeu sera en préparation depuis début 2018 et aurait été développé en même temps que Resident Evil Village. Alexander mentionne aussi le fait que Village avait dans un premier temps imaginé comme le 8e épisode de la franchise avant de devenir Resident 9 puis de redevenir Resident Evil 8. Enfin, comme cela a été dit par le passé, Resident Evil 9 posséderait le budget le plus important de l'histoire de Capcom. Donc en gros, ils ont essayé au début c'était un Resident Evil numéroté. Après, ils ont fait une sorte de code Veronica et après renuméroté. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la franchise? D'accord. Après, ça peut expliquer peut-être une certaine qualité que les gens n'apprécient pas trop. Mais bon. C'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, si le 9 est annoncé et que c'est le plus gros budget, quelle direction ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont prendre un jeu de Game of the Service, Open World, avec un gros budget? On peut faire beaucoup de choses quoi. Lord of the Fallen pourrait bien arriver dans le Game Pass à mois-ci. Les abonnés au Xbox Game Pass devraient bientôt pouvoir profiter d'une arrivée surprise dans leur catalogue de jeux. En effet, le site Xputer rapporte qu'un gros titre de 2023 est sur le point d'ajouter au service. Il s'agit de Lords of the Fallen, le Soul-like développé par Xworks et édité par CI Games, qui s'est donc attendu dans le Game Pass. Son introduction pourrait intervenir dès la fin mai, il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle. Pour tous ceux qui ont aimé le Soul-like, Nintendo World Championships NES Edition a été listé par l'ISRB. Le constructeur japonais semble nous réserver une petite surprise qui devrait plaire aux joueurs nostalgiques. En effet, un jeu nommé Nintendo World Championships NES Edition a été récemment évalué par l'organisme de classification américain. Donc légal de Piggy chez nous. l'ISRB a décrit le titre comme une collection de défis et de jeux de plateforme en 2D dans lesquels les joueurs traversent différents modes. Par exemple, speedrun, survie. Il est également précisé que le jeu affiche des personnages pixelisés qui utilisent des petites épées et des arcs pour toucher leur ennemi. Épée et arc. Oui. Rappelons que la compétition Nintendo World Championships a eu lieu en 1990 aux États-Unis. Les participants s'affrontaient sur 3 jeux NES, Tetris, Rad Racer et Super Mario Bros. Au cours de 3 manches durant lesquelles il fallait marquer un maximum de points, les finalistes ont obtenu les cartouches NES les plus rares de l'histoire, voire Setsu. À peine 90 exemplaires ont été créés. On peut donc imaginer que le contenu de cette fameuse cartouche serait réédité sur Switch dans un avenir proche. Donc voici la fameuse cartouche avec des Switch. Donc j'imagine que c'est
que c'est le jeu 1, 2 ou 3 et qu'on devait switcher. Moi ça me semble. Mais c'est génial s'ils commencent à éditer des jeux comme ça. Ou des jeux un peu ultra rares ou qui se trouvent à je ne sais pas combien de dizaines voire de centaines de milliers d'euros. Ah ouais, ça changerait. Des jeux Star Wars bénéficiaient d'un essai gratuit sur Xbox, sur Switch et Xbox. Quoi que dire l'inverse aussi. Le fameux Star Wars Day qui se tiendra bien évidemment le 4 mai pour Fall May With You, je le rappelle, sera l'occasion de tester plusieurs jeux vidéo de la saga imaginée par George Lucas, à commencer par Star Wars Knights of the Old Republic, qui se laisse approcher gratuitement sur Switch du 3 au 9 mai 2024. Cette offre est réservée aux abonnés de Nintendo Switch Online. Du côté des Xbox Series, Star Wars Jedi Survivor profite d'une version de 7 de 5 heures jusqu'au 5 mai de 8h59 à 8h59. Ah, pas 2. À 8h59, il démarre ce 5 mai. Donc si vous voulez le tester. Ainsi que l'excellent KOTOR. Pour l'avoir joué moi-même, c'est une dinguerie, même encore aujourd'hui, j'en ai d'excellents souvenirs. Un peu comme Mass Effect ou Secret of Mana pour moi, titre perso. Bloodstained Ritual of the Night recevra sa mise à jour 1.5 courant mai. Presque 5 ans après son lancement, Bloodstained va recevoir un patch d'envergure ce mois-ci. La mise à jour 1.5 sera déployée le 9 mai sur PS4, Xbox One et PC. Arrivera ensuite sur Switch le 16 mai prochain. Elle contient 2 modes de jeu inédits et 4 packs, dont un gratuit, qui enferme des éléments cosmétiques. Pour être plus précis, le mode KO met l'accent sur la coopération locale en ligne. Les joueurs doivent tuer des vagues d'ennemis traversant des pièces générées de manière aléatoire. Le tout est également jouable en solo. Donc pour se mettre un défi supplémentaire, j'imagine. De son côté, le mode versus propose des parties PVP avec des monstres qui attaquent les joueurs. Pour vaincu, les créateurs laissent tomber des armes qui peuvent être échangées contre des améliorations des armes. Le joueur déclaré vainqueur est celui qui survivra le plus longtemps. Je ne connais pas ce jeu, mais je me suis dit que cette news pourrait vous intéresser. Spécialisé dans les jeux mobiles, Paladin Studios a fermé ses portes. C'est un énième studio qui disparaît après pratiquement 20 ans d'activité. Fondé en 2005, Paladin Studios a été contraint de fermer cette semaine. La firme néerlandaise explique à ne pas avoir été en mesure d'obtenir des contrats pour rester à flot. Le cofondateur et co-dirigeant Dirk de Gus a indiqué avoir pris cette décision avant que la situation ne se dégrade plus. Tout cela dans le but de permettre aux désarmés anciens employés d'obtenir des indemnités de départ. Environ 45 personnes ont perdu leur emploi. Paladin Studios est à l'origine des jeux mobiles Cut the Rope Remaster, Amazon Katamari Damacy et My Tamagotchi Forever. Nous leur devons aussi Good Job qui est disponible sur Switch. Donc on souhaite aux personnes qui ont perdu l'emploi d'en retrouver le plus vite possible en espérant que les indemnités leur permettent de survivre quelques mois. Nacon donne des détails au sujet du FPS Terminator Survivor. Alors autant les jeux Terminator ça, mais un FPS pourquoi pas. Annoncé en février dernier, Terminator Survivor a tout d'un projet extrêmement ambitieux. Nacon a donc révélé quelques points intéressants au sujet de ce jeu qui sortira le 24 octobre prochain. Bien que nous le sachions déjà, rappelons que Terminator est un FPS narratif qui vous plongera dans un vaste monde ouvert. Le tout sera jouable en solo et en coopération jusqu'à 4 joueurs. Autant qu'une connexion internet ne sera pas obligatoire pour jouer seul. L'action et la furtivité sont au cœur du gameplay. Ajoutons à cela que c'est le moteur Unreal Engine 5 qui a été mis à contribution sur ce titre. De plus, les joueurs sont pourchassés par un T800 réputé redoutable qui ne peut être arrêté. Enfin, le test de la version bêta sera organisé à l'approche de la date de lancement de l'accès anticipé. Un Terminator sous Unreal Engine 5 en FPS, ça commence à cocher beaucoup de cases vertes. Faut voir après le gameplay à côté et comment il va être. Les configurations PC de Senua Saga Hellblade 2 sont connues.
Nous connaissons enfin les spécificités techniques des Blade 2 sur PC, puisque le jeu promet de nous infliger une belle claque visuelle. Les ordinateurs devront obligatoirement posséder une configuration relativement robuste. Pour bénéficier du 1440p, un processeur Intel i7 10700K ou un AMD Ryzen 5 5600X devra répondre présent. Une carte graphique Nvidia RTX 3080, AMD RTX 6800 XT ou une Intel Arc A770 est demandée. L'auto avec 16 Go de RAM, 8 Go de VRAM et un SSD avec au moins 70 Go de stockage. Autant vous dire que ça... Qu'enfin qu'on a que nos configurations transpirent un peu quand même. Précisons que le titre sera compatible avec les fonctionnalités DLSS 3, FSR 3, DSS 1.3 et dans le but d'obtenir le meilleur paramètre et une définition la plus élevée. Alors j'imagine que les configurations que je vous lister là. Voilà, on y va. Alors, pour un minimum, c'est un low, donc on imagine du 30 fps à 1080p. C'est ça qu'il demande. Alors en low 1080p, il demande quand même un Intel i5 8400, un AMD Ryzen 5 2600, une Nvidia GTX 1070 ou une AMD RX 5700 ou une Intel Arc A580. Il demande en VRAM 6 Go, système RAM. Donc la RAM normale de votre PC, donc 16, et après bah pareil pour alors après pour le stockage SSD c'est le même. Là voilà quoi, ils tous demandent un Windows soit 10 soit 11 sur 64 bits. Donc l'eau on peut s'imaginer 30 fps. La configuration que je viens de... Après pour du 1080 ils demandent quand même en medium. Donc j'imagine en 60 fps avec des détails très sympas on va dire. Il demande un Intel i5 9600, un AMD Ryzen 5 3600X. Je pense que c'est ce que j'ai. Nvidia RTX 2070, un AMD RX 5700 XT ou une Intel Arc A580. Pour l'Intel Arc, il ne bouge pas par contre. Et on gagne une génération de Nvidia, tandis que la AMD, c'est juste la version plus au-dessus. Pourquoi pas. Ensuite, bah, pour la version 1440p, je vous l'ai déjà dit en début de news. Et ensuite, bah voilà, on va partir sur le haut du panier. Donc à savoir la configuration en VRI en 4K, donc j'imagine du 30 minimum à 60. Donc il demande un Intel i5 12600K ou un AMD Ryzen 7 5700X. Ça demande en carte graphique une Nvidia RTX 4080 ou une AMD RX 7900 XTX. On est quand même sur le haut de gamme. Pour Nvidia, on tape pas encore dans la 4090, c'est-à-dire l'ultra haut de gamme, mais voilà. En VRAM, ça demande 12 Go, en système RAM, toujours 16, et après le reste, vous savez. Quel PC pour jouer à Sunderland 8 cartes testées? Le site DOS Gaming vient de proposer 8 cartes graphiques suivantes, dont le jeu Sunderland, dans le jeu c'est Sunderland. Donc ils ont testé la RX 580, la RX Vega 64, la RX 6900 XTX, la RX 7900 XTX, la Nvidia GTX 980 Ti, la RTX 280 Ti, la RTX 3080 et la RTX 4090. Le jeu basé sur le moteur graphique Unreal Engine 5, toutefois John Papadopoulos
souligne que le dernier est loin d'être poussé dans ses retranchements et heureusement, le style graphique de Sunland le sauve de l'anonymat, mais les problèmes de stutter semblent toujours omniprésents. Le dossier se nomme Sunland Benchmark and PCP en PC Performance Analysis. Il faut une RX 580 pour atteindre 60 fps en 1080 et une RTX 280 Ti en 1440p et en 1440p et en 2160p. Donc le jeu n'est pas très gourmand, par exemple. Donc, Content Warning accueille un patch avec de nombreuses nouveautés. Si finalement il fait peu, s'il a finalement fait un peu moins de bruit que Lethal Company, Content Warning reste malgré tout un jeu très apprécié pour Paul. Les titres édités par Landphone Publishing possèdent des évaluations très positives sur Steam. Un C patch est arrivé en cette fin de semaine, il apporte une nouvelle carte, 13 monstres inédits, un objet, le crochet de sauvetage, un magasin de chapeaux, des améliorations, un objet maudit ou encore des offres vidéo sponsorisées après la première semaine. Parmi les modifications, on notera un meilleur équipage des monstres, la sélection aléatoire du niveau, des améliorations audio et un matchmaking travaillé. Différents corps actifs, notamment sur le son, la VNC et sur les bugs généraux, sont de la partie. Pour ceux qui l'ont. Le prochain Tomb Raider pourrait proposer un monde totalement ouvert. Nous avons peut-être obtenu les premières informations au sujet de Tomb Raider en développement chez Crystal Dynamics. Ces rumeurs viennent de V-Scooper, un compte sur X.com qui a pour habitude de réaliser des indiscrétions assez crédibles. Il est malgré tout important de prendre ce qui va suivre avec des grosses pincettes. Donc c'est des leaks, rumeurs, plus rumeurs. Ainsi le prochain Tomb Raider nous plongerait en Inde au cœur d'un vaste monde ouvert. Lara Croft pourrait utiliser librement sa moto, son parachute et tous ses équipements pour explorer cet immense terrain de jeu. La célèbre aventurière devrait également être confrontée à une faune très hostile dans divers biomes tels que la montagne enneigée, une jungle ou encore un désert. Je me souviens pas qu'en Inde il y a un si grand désert que ça. Bon après ça peut être un Inde imaginaire avec... Voilà. Mais oui, pourquoi pas. En plus, en vue des dernières productions de Tomb Raider, on peut imaginer facilement que ça prend de cette tournure. Et ensuite, mon jeu a été ruiné. Ce chef-d'œuvre en monde ouvert arrive bientôt sur PC, mais malheureusement, il frustre déjà certains joueurs. Dès le 16 mai prochain, les joueurs PC pourront découvrir Ghost of Tsushima dans sa version Director's Cut, celle qui était aussi sortie sur PlayStation 5 en 2021. Un jeu magnifique et salué par la critique, qui était attendu par les fans. Mais tout ne semble pas au beau fixe, puisque les nouveaux problèmes ont été détectés lors d'une récente mise à jour. Pour bien préparer la sortie du PC, Sucker Punch a déployé quelques jours patch. Le 2.19, le patch devait régler quelques problèmes présents dans le titre, mais surtout préparer le terrain pour le crossplay. Le patch 2.19 est déployé aujourd'hui pour Ghost of Tsushima Director's Cut. Ce correctif ajoute la prise en charge initiale des services crossplay pour la prochaine version PC le 16 mai. Un problème d'XP au rang 999 du monde légende a été corrigé. Un exploit permettant aux joueurs supplémentaires dans les équipes de 2 personnes ont été exprimés ainsi que des correctifs supplémentaires. Cette mise à jour a pour but de préparer le terrain. Cette mise à jour pour préparer le terrain a impacté quelque peu les joueurs PlayStation puisque certains ont rencontré quelques problèmes. Ils n'ont pas tardé à le faire savoir. Beaucoup de joueurs ont été confrontés à un problème de framerate incluant des saccades et des accros lors de leur session de jeu. Ils ne peuvent donc pas profiter des 60 FPS promis pour Ghost of Tsushima Director's Cut. Très rapidement, ils ont fait part de leur mécontentement sur X. Mon jeu a été ruiné, s'il vous plaît, corrigez ce problème. C'est ahurissant que depuis le lancement, ce soit le premier bug que j'en rencontre à en juger par les commentaires.
Je pense que beaucoup de gens sont confrontés à ce problème. S'il vous plaît, corrigez ce problème. Je vis exactement la même chose. J'espère que cela sera résolu rapidement. J'aimerais que ma Paceman ne ferme pas le jeu toute seule pour mettre à jour le jeu. Sucker Punch a rapidement répondu en disant qu'il était au courant des problèmes et que les développeurs se pencheraient activement sur la question. Si vous hésitez à l'acheter, vous conseillons d'aller découvrir notre test pour nanana. Bon, après, c'est du... Donc, est-ce que vous avez eu aussi des problèmes? Dites-le moi. Vers une nouvelle console portable, des Asus ROG Ally. Il y a un an environ, Asus a annoncé la ROG Ally, une petite console portable pensée pour faire oublier la Steam Deck de Valve. Nous pouvons le dire avec son processeur AMD Z1 Extreme, ses 16 Go de mémoire vive, son stockage de 512 Go et son écran de 10 pouces, cette petite console fait grave le travail avec Steam. Mais cette ROG Ally que nous connaissons pourra bien déjà tirer sa révérence. En effet, sur le site d'Asus, la mention 2023 est apparue aux côtés du nom de la console, signe qu'une version 2024 est très probablement développée. Et comme la console a un an et que le Computex approche à grands pas, on peut se demander si une version 2024 ne serait pas dans les petits cartons d'Asus. Une nouvelle version qui ne devrait pas proposer une nouvelle plateforme hardware, car aucun plan n'a été révélé sur le sujet. Pour le moment, même si Asus pourrait être assez flou pour proposer de l'AMD 6 Point, toutefois nous repensons plus à une version updatée de la console avec un lecteur SD card modifié et peut-être plus de RAM, de stockage, voire les deux. Une dernière un peu plus grande peut-être, en OLED ou encore un design qui pourrait être retravaillé. Nous verrons cela dans moins d'un mois maintenant au Computex. Alors perso, ce genre de console ne m'intéresse pas très bien, pas du tout, mais il y en a qui sont vraiment très fans des consoles portables. Et si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Enfin, foncez quand elle sortira. Ou alors foncez aussi reprendre cette console si vous intéresse, ou alors une Steam Deck. Ou c'est quoi l'autre? C'est pas la MSI Claw par hasard? Il n'y a pas une autre console comme ça portable qui est connue? Voilà, bah si ça vous si ça vous intéresse, allez en acheter une. Ensuite, le planning de la plateforme AMD, de la plateforme ADN pour mai. Donc, d'un côté, 10 séries en cours de simulcast, parmi lesquelles les indéboulonnables Détective Conan et One Piece se poursuivront. Donc il faut voilà. Donc le simulcast sera entre midi et demi et lundi au 9h dimanche. Et il y aura du Détective Conan, du Rinka, du Urusei Yatsura, il y aura Girl Born Cry, 8 Speed Étoile, Tombo, Jellyfish Can't Swim in the Night, Whisper Me a Love Song, One Piece, l'Arc Decade, et enfin Run for Money. Personnellement, c'est ça que je veux voir moi. On me dit que du bien. De l'autre côté, quelques œuvres viendront enrichir le fond du catalogue du culte avec la conclusion de Saint Seiya et le film One Piece Gold, du nostalgique avec Georgie, de la VF avec Boruto Next Generation et One Piece, sans oublier The Big O, très bon ennemi de science-fiction datant de 1999, porté par une certaine audace visuelle pour l'époque, et que l'on doit à Hajime Yatate et Sunrise. Donc, Hajime Yatate étant, rappelons-le, le pseudonyme collectif des membres du studio Sunrise.
Je savais même pas. D'accord. Voilà. C'est tout pour le moment, mes très chers. J'espère que ça a été pour vous. Et que cette émission vous a plu. Désolé pour les bafouillages. Je pense que je vais aller un peu trop vite, mais en même temps, voilà, j'essaie de faire une émission assez courte. Je pense réfléchir à pas forcément mettre toutes les news et tout qui sortent, même si, mais les news sur des jeux ou des choses qui m'intéressent peut-être plus personnellement. Ce serait peut-être mieux et de faire donc un actuel news qui serait assez court, mais plus personnel et qui reflèterait mieux ce que je suis et qui vous donnera peut-être même plus envie de rester et pourquoi pas après peut-être réécrire les news avec mes propres mots et puis vous les dire de manière plus fluide. Parce que là, les mots des journalistes, c'est parfois un peu compliqué. Je m'embrouille un peu, je zozote, je bafouille. C'est pas mes mots à moi, quoi. Donc je suis en train de réfléchir. Donc j'espère faire évoluer la chaîne et qu'elle marchera surtout. Voilà, donc comme je vous ai dit, si l'émission vous a plu, abonnez-vous si vous venez de Twitch, abonnez-vous aussi si vous venez de YouTube, un commentaire si possible et un pouce de n'importe quel, le bleu, le rouge, allez-y. Je vous souhaite moi une bonne, un bon samedi et un bon week-end. Que la force soit avec vous durant tout ce week-end. Bon Star Wars Celebration aussi. Et nous, bah, on se retrouve ce soir à partir de 19h pour la journée gaming, enfin pour la soirée gaming. En attendant, bah, on passe une bonne journée. Au revoir.